Nous sommes le 18 février 1943 dans le Palais des Sports de Berlin. Il est 17h et l'ambiance est électrique. La salle de 14 000 places est remplie de militants nazis fanatisés et de membres de la SS en permission. Tout à coup, la foule entre en effervescence. Un homme est monté à la tribune et s'apprête à parler. Cet homme, c'est Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du Reich. Pendant presque 2 heures, il va haranguer la foule en prophétisant la fin de l'Europe en cas de victoire soviétique à l'Est et en demandant devant un public hystérique si le peuple allemand souhaite une guerre totale. La propagande fonctionne à plein régime. Le discours est non seulement diffusé à la radio, mais aussi repris dans les actualités cinématographiques. Le but, redonner du courage aux Allemands. Et du courage, les Allemands vont en avoir besoin. En effet, la Deuxième Guerre mondiale continue de faire rage, et l'avantage n'est clairement plus du côté des forces de l'Axe, c'est-à-dire du côté de l'Allemagne nazie et de ses alliés. En Afrique du Nord, si la situation n'est pas encore catastrophique, elle est loin d'être enviable. Quant au front de l'Est, les Allemands viennent d'apprendre la défaite de Stalingrad, et les Soviétiques se font chaque jour plus menaçants. Pour les soldats allemands, la situation devient chaque jour plus difficile. Ils doivent se battre contre un ennemi toujours plus nombreux, tout en subissant rationnement et pénurie. Ainsi, de repli en défaite et de défaites en repli, le moral des militaires et des civils allemands baisse inexorablement. Pour parer à cela, les services de propagande du Reich vont ainsi mettre en avant les Wunderwaffen. Signifiant littéralement « armes miracles », ce terme désignait des armes très sophistiquées pour l'époque qui devaient permettre à l'Allemagne nazie de renverser le cours de la guerre et de remporter la victoire finale. L'ambition nazie ne connaissant pas de limite, les Wunderwaffen désignent autant des projets complètement irréalisables que des armes produites et utilisées sur le champ de bataille. À mi-chemin entre propagande et compétences techniques exceptionnelles, découvrez quelques-unes des armes les plus incroyables de l'Allemagne nazie. En 1942, la société allemande ASAG se mit à produire un petit lance-grenade anti-char appelé Panzerfaust. Cette arme, ancêtre des actuels lance-roquettes, permettait aux fantassins de se doter d'une arme anti-char individuelle. Fin 1943, à la demande expresse d'Hitler, ASAG développa le Fliegerfaust, une arme très similaire au Panzerfaust, mais destinée à être utilisée contre les avions ennemis. À cette époque, en effet, les avions allemands se faisaient rares dans le ciel, et le besoin de produire une telle arme pour protéger l'infanterie se faisait de plus en plus pressant. Après avoir passé une première série de tests avec succès, fin 1944, une commande de 10 000 lanceurs et de 4 millions de munitions est lancée. Cependant, les usines allemandes ne pourront produire qu'environ 90 lanceurs qui furent utilisés à titre d'essai sur le terrain entre février et avril 1945. Vulgairement, le Fliegerfaust était un tube, capable de tirer 9 roquettes simultanément avec une portée théorique d'environ 300 à 500 mètres. Cette distance très faible laisse penser qu'ironiquement, cette arme n'a peut-être jamais détruit d'avion. S'il n'a pas véritablement été copié après la guerre, le Fliegerfaust est néanmoins considéré comme l'ancêtre des actuels lance-missiles sol-air à courte portée. L'industriel allemand Ferdinand Porsche présenta à Hitler, en juin 1942, un projet de char particulièrement imposant. Baptisé originellement Mammouth, puis définitivement Maus, ce char était tout simplement titanesque. Il aurait fallu 6 hommes pour manœuvrer ce monstre de 188 tonnes, mesurant un peu plus de 10 mètres de long. À titre de comparaison, le char d'assaut allemand le plus lourd à cette époque était le Tigre I qui pesait seulement 57 tonnes et mesurait plus de 8 mètres.
Hitler était en fait épris d'un amour inconsidéré pour la démesure, et était persuadé que plus un char était gros, mieux c'était. Le char était si lourd qu'il était très peu maniable, consommait énormément de carburant et ne pouvait franchir presque aucun pont. Nombre de généraux allemands ne voulaient d'ailleurs pas lancer une production en série de cet engin. Le projet Maus en lui-même fut assez chaotique. Plusieurs fois stoppé, une commande de 150 à 200 engins fut tout de même passée, mais finalement, seuls 2 prototypes furent construits. Si aucun n'a pu être utilisé au combat faute de temps, le Maus est tout de même entré dans la légende en restant à ce jour le char le plus lourd développé jusqu'à l'état de prototype. En juin 1940, les Allemands confisquent dans un laboratoire parisien un prototype de véhicule miniature piloté à distance via des câbles. Développé par une compagnie allemande, cet engin, baptisé Goliath, est l'un des premiers drones utilisés par l'armée. Chaque appareil pouvait contenir une charge explosive allant de 60 à 100 kg et était prévu pour être détruit avec sa cible. Le Goliath a été l'une des rares Wunderwaffen à avoir été produite en nombre avec un peu plus de 7500 engins construits au cours de la guerre. Cependant, ce genre d'appareil démontra ses limites, notamment en 1944 lors de l'insurrection de Varsovie. Les Allemands se rendirent alors compte qu'un combattant déterminé pouvait sectionner les câbles de guidage du Goliath à l'aide d'une simple pelle. Devant donc être systématiquement couvert par l'infanterie, l'engin perdait beaucoup en intérêt. Les Goliaths furent notamment déployés en Normandie pour contrer le débarquement allié. Cependant, le manque d'entretien et la corrosion due à l'air marin entraînèrent des problèmes techniques comme l'impossibilité d'activer la mise à feu. S'il était difficile de faire en sorte que l'appareil atteigne sa cible, il faut tout de même noter que les rares fois où ce fut le cas, ce mini-tank remplissait très bien sa mission. S'il était loin d'être considéré comme une réussite, le Goliath servit néanmoins de modèle de base pour les recherches dans le domaine des drones. Durant toute la Seconde Guerre mondiale, le ministre de l'Aviation était le très célèbre Hermann Göring. Ce dernier prenait une doctrine de performance dite des 3 fois 1000. Il souhaitait en effet disposer d'avions capables de transporter 1000 kg de bombes sur 1000 km à 1000 km/h. Un appel d'offres fut publié en 1943 et un prototype en forme d'aile volante fut proposé par la société Horten et appelé HO-229. Cet avion était révolutionnaire de par sa forme. Ses inventeurs pensaient en effet que la conception, dite en aile unique, était le meilleur moyen pour répondre aux attentes de Göring. Ce dernier fut très impressionné par les plans de l'avion et après une phase de test réalisée en mars 1944 avec un planeur sans impulsion, décision fut prise de commander 20 prototypes. Heureusement, l'avancée des Alliés en Allemagne stoppa le projet et quelques rares exemplaires assemblés du HO-229 furent capturés au sol par les Américains. S'il était entré en service, la Luftwaffe aurait bénéficié d'un chasseur bombardier capable, entre autres, de voler à plus de 970 km/h, surclassant tous les appareils construits à cette époque. Les véhicules téléguidés, les armes d'infanterie et les chars super lourds étaient loin d'être les seuls instruments technologiquement avancés que l'on mettait au point pendant la guerre. Outre ces projets, les scientifiques du Troisième Reich s'efforçaient de développer des bombes volantes,
des gaz de combat, des fusées et même la bombe atomique. Comme l'a souligné Albert Speer, le ministre de l'Armement et de la Production, il existait en 1944 toute une série d'armes miracles en préparation. Nous possédions une bombe volante téléguidée, un avion-fusée plus rapide encore que l'avion à réaction, une bombe-fusée qui se dirigeait à l'aide des radiations de chaleur vers les avions ennemis, une torpille qui captait les sons et pouvait ainsi poursuivre et atteindre même les bateaux qui cherchaient à s'enfuir en zigzag. La mise au point d'une fusée sol-air était terminée. Le constructeur Lippisch avait mis au point les plans d'avions à réaction qui étaient largement en avance sur la construction aéronautique de l'époque. Mais alors, dans ce cas, comment expliquer que les Wunderwaffen aient eu un impact si faible, pour ne pas dire nul, sur le cours de la guerre? Cela s'explique par au moins 3 raisons. Tout d'abord, l'incapacité du régime à fixer un ordre de priorité. Là où les Alliés ont des états-majors hiérarchisés assez clairs, le haut commandement allemand est une nébuleuse de bureaux aux contours flous, où l'intimité avec le Führer compte plus que la fonction. Albert Speer se rendait bien compte du manque de coordination. Certains projets continuaient, alors que de toute évidence, ils n'avaient aucun intérêt militaire pratique. Mais avec la lutte perpétuelle pour le pouvoir au sein du régime et les conflits internes entre les différents services, personne n'y pouvait rien. Deuxième raison, une raréfaction des hommes et des matériaux. À partir de 1943, les infrastructures allemandes vont être systématiquement bombardées. D'abord par les Britanniques la nuit, puis par les Américains le jour. Les réserves de carburant sont en voie d'être détruites, et les quantités d'alliage nécessaires pour les productions d'appareils en série font défaut, et le Reich peine à fournir le matériel et la formation dont ses combattants ont besoin. Enfin, l'Allemagne nazie va largement surestimer ses moyens et surtout le temps à sa disposition. Car si c'est une chose de dessiner une arme révolutionnaire sur un plan, c'en est une autre de passer du stade de la recherche-développement à celui de la production. Cela nécessite évidemment du temps et de l'argent. Pour le développement du HO-229 par exemple, il fallait beaucoup plus de temps pour tester et affiner la conception de l'appareil jusqu'au point où les inévitables difficultés initiales seraient réglées et où l'avion pourrait voler de façon sûre et efficace. Or, si le temps manquait, il faut aussi noter que le coût de tous les projets assimilés aux Wunderwaffen était énorme. Il y avait par exemple plus de personnel d'exécution employé sur le site des missiles V2 à Peenemünde que pour la création à Los Alamos de la bombe atomique américaine. En fin de compte, la multitude de projets coûteux ont imposé à l'Allemagne un énorme fardeau financier, sans jamais avoir le moindre impact sur l'issue de la guerre. Au final, les Wunderwaffen ont bien plus servi à entretenir le moral des Allemands qu'à renverser le cours de la Deuxième Guerre mondiale. Dès le lendemain du discours de Goebbels au Palais des Sports, Hitler évoquait publiquement des armes exceptionnelles, jusqu'ici inconnues, qui arrivaient et allaient inverser le cours de la guerre. Mais ces promesses ont vite perdu de la puissance qu'elles avaient peut-être eue à l'origine. Dès le mois de novembre de la même année, des plaisanteries circulaient à leur sujet. Elles montrent que l'essentiel de la population n'était pas dupe et qu'elle se rendait bien compte que l'Allemagne était en train de perdre la guerre. Le 12 novembre 1944, un auditeur de radio engagé envoyait une lettre au chef du service des informations du ministère de la Propagande pour lui demander « Pourquoi ne mettons-nous pas en service au moins certaines de nos nouvelles armes, alors que l'ennemi se trouve si près de nos frontières à l'est et à l'ouest ?» Il ne reçut aucune réponse. Le ministre de la Propagande, Goebbels, était conscient de ce scepticisme de la part de la population.
Aussi, les médias coordonnés débitaient-ils massivement de vagues promesses de nouvelles armes miracles, de nature encore non précisée, mais d'une puissance de destruction bien supérieure. Vers la fin de la guerre, même les partisans les plus optimistes et convaincus du nazisme commençaient à avoir des doutes sur les armes miracles. Le 3 septembre 1944, Inge Molter écrivait à son mari Alfred. Fred chéri, nous devons continuer à tenir jusqu'à ce que les nouvelles armes soient prêtes. Ce n'est pas possible que l'ennemi nous mette à genoux avant que cela n'arrive. Chéri, je ne peux vraiment pas croire une chose pareille. Tout cela aura-t-il été vain ? Est-ce qu'il n'y aura plus d'Allemagne ? Non, chéri, je ne peux pas y croire. Mais malheureusement, cette idée s'insinue très progressivement dans les magasins et partout où l'on voit plusieurs personnes parler ensemble. La lente agonie de l'Allemagne continua donc, sans que les Wunderwaffen n'y changent rien. En mars 1945, la situation de l'Allemagne, écrivait l'étudiante Laure Walb, était plus terrible encore qu'on ne saurait dire. Et dans cette situation, le gouvernement parle encore de victoire. Au fond de mon cœur, je ne veux pas croire moi non plus que notre peuple soit voué à la chute. Mais si l'on réfléchit ne serait-ce qu'un petit peu, la situation paraît très noire. On ne peut plus voir la moindre petite lumière. Les armes nouvelles ne sont pas venues et très probablement ne viendront jamais. Je suis sûre qu'elles étaient prévues et que leur construction avait commencé, mais au point où nous en sommes, ils ne réussiront plus à les terminer. Elles ne seront pas prêtes. Jusqu'à ces tout derniers jours, écrit dans son rapport le service de sécurité SS, fin mars 1945, les gens ont gardé un vestige de cette foi dans un miracle qui avait été si habilement et délibérément alimenté par la propagande sur les armes nouvelles. Mais il fallait interpréter ce petit résidu d'espoir comme une sorte de mécanisme de défense psychologique face à la détresse qui submergeait le peuple allemand. Personne ne croit, concluait le rapport, que nous puissions encore échapper à une catastrophe avec les méthodes et les moyens de combat existants à ce jour. La dernière lueur d'espoir reste un sauvetage de l'extérieur ou un concours de circonstances totalement exceptionnelles ou une arme secrète d'une énorme puissance. Cet espoir-là, aussi, est en train de s'éteindre. Merci à vous d'avoir regardé ce premier épisode de Pilule Bleue, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé grâce au pouce, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Je serai également très curieux d'avoir vos retours et vos commentaires dans l'espace dédié juste en dessous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine pilule d'histoire.